Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie consacrée aux agents pathogènes et aux maladies. Je vais vous proposer de faire une séance complètement dédiée au coronavirus et à la maladie de Covid-19, puisqu'en effet nous sommes le 15 mai 2020, on est en pleine pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale de cette maladie qu'on appelle Covid-19. Alors, ne pas confondre, pour commencer, la Covid-19, qui est le nom de la maladie, et le nom du vecteur, de l'agent de la maladie qui s'appelle coronavirus. Alors, je fais cette intervention pour mes élèves de lycée. C'est une vulgarisation de travaux effectués par des chercheurs qui ont accepté, et ça je les remercie vraiment du fond du cœur, de communiquer tout ce qu'ils savent, enfin une partie de ce qu'ils savent, et donc je remercie en particulier Pascal Cossard de l'Institut Pasteur, elle est professeure à l'Institut Pasteur et secrétaire de l'Académie des Sciences. Et je vous mets dans la description, là, ça sera ma seule source, une vidéo qu'ils ont réalisée tous ensemble là pour informer la population générale. Donc ici, dans cette vulgarisation, je vais vous montrer ce en quoi consiste le virus, quelles sont ses caractéristiques, comment il se transmet à l'homme, comment il se propage au sein de nos cellules, comment le système immunitaire réagit, comment on peut utiliser ces données-là pour fabriquer à la fois des tests et aussi un vaccin. Et puis on finira avec des données épidémiologiques et on verra comment la maladie évolue au cours du temps dans la population générale et en particulier la population française. Alors pour commencer, le portrait robot du virus. Ce virus, c'est un virus à couronne, comme vous pouvez le voir là. C'est une couronne de protéines en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus. Alors c'est pas le seul, il y a déjà eu des coronavirus qui autrefois ont frappé l'espèce humaine. Certains coronavirus d'ailleurs ne sont même pas dangereux du tout, provoquent une simple toux. Mais en 2003, on avait déjà eu une épidémie en Asie qui avait été très rapidement endiguée, liée à un Covid-1. Ça c'est donc le coronavirus de type 2. Alors ce coronavirus, c'est un virus qui est entouré d'une enveloppe, une sorte de membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique, qui renferme à l'intérieur une information génétique sous type d'ARN. Alors l'ADN qui se trouve à l'intérieur de toutes les cellules vivantes, c'est une double chaîne de nucléotides avec des lettres, des nucléotides qu'on appelle ATCG. L'ARN, c'est une molécule simple brin, et au lieu d'avoir des ATCG, on a à la place des AUCG, c'est-à-dire que U, l'uracile, remplace la thymine. Bon, tous les élèves de première et de terminale savent ça, je précise pour les secondes. Alors ce qu'il y a d'étonnant dans ce virus, c'est que cet ARN n'est pas protégé à l'intérieur d'une capside protéique, comme c'est le cas du virus du sida par exemple, mais au contraire, l'ARN est associé à des protéines nucléaires qu'on appelle PN, et donc l'ensemble forme ce qu'on appelle une nucléocapside. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de propre au coronavirus, je ne connaissais pas ça, en tout cas, moi je l'avais jamais vu. Et à l'extérieur de la cellule, entre guillemets cellule, parce que ça ne répond pas à la définition de la cellule, même pas de la vie en réalité, ces virus-là, parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire seuls, ce sont des parasites obligatoires. Donc ça c'est très important, on le reverra après. Donc les protéines de surface, c'est des protéines de type spicule, on dit spike en anglais, ou protéines S, qu'on voit très bien à la surface. Elles sont très importantes parce que, celles qui forment la couronne, ce sont surtout les clés pour rentrer à l'intérieur des cellules respiratoires. Voilà. Et si le virus n'avait pas ça, il ne pourrait pas être contaminant infectieux pour l'homme. Alors ce virus, au fait, s'appelle coronavirus SRAS ou SARS, en anglais ou en français, CoV-2. Ça veut dire syndrome aigu respiratoire sévère. Ça veut dire que ça touche les poumons et ça se matérialise par une pneumonie associée à une forte fièvre, donc une grande réaction inflammatoire. Et du coup, le mode de contamination de ce virus, la transmission, on le comprend tout de suite, c'est une transmission de type direct, par la toux. C'est-à-dire que dès que vous êtes infecté, vous allez contracter un grand nombre de virus qui vont toucher vos poumons et au bout de quelques jours, vous allez exprimer des symptômes. Et ces symptômes, ça sera de la toux où vous projetez à l'extérieur de votre corps des particules riches en virus. Et donc, à moins de 2 mètres, vous pouvez contaminer toute personne qui se trouve autour. D'accord ? Cette transmission directe a été précédée par une transmission vectorielle. Et le vecteur biologique naturel, c'est le réservoir naturel du coronavirus, c'est la chauve-souris. Comme vous pouvez le voir là sur cet arbre, c'est la chauve-souris vraiment dans lequel se développe le coronavirus. Et puis la chauve-souris peut contaminer elle-même d'autres animaux avant de contaminer l'homme, par exemple le pangolin. Et on va le voir, c'est à cause d'un pangolin apparemment que la transmission s'est faite chez l'homme.
Au fait, dans le milieu ambiant, est-ce qu'on peut l'attraper? Oui, dans le milieu ambiant, si le milieu en particulier est hydraté, le virus peut tenir quelques heures et peut-être même quelques jours. Est-ce que la température a un rôle? Oui, ça a été démontré, ça, en tout cas en laboratoire. Hein. Si la température augmente, le nombre de virus diminue fortement. Alors, est-ce que du coup, pendant l'été, là, qui va arriver bientôt, l'épidémie va diminuer? Peut-être. Peut-être, mais c'est pas sûr. En réalité, hein, les tests ont été faits in vitro, mais pas in vivo. Alors, au fait, comment on fait pour savoir que c'est un pangolin qui nous a contaminés? Là, on va faire un petit peu de génétique et de phylogénie. Alors, en effet, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette maladie, c'est qu'on sait quasiment tout déjà. Dès le mois de janvier 2020, des chercheurs ont publié la séquence génétique complète du coronavirus. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les paires de bases qui sont là. Hein. Il y en a plusieurs milliers, on les connaît toutes. Et même nous, au niveau lycée, ça y est, déjà, on peut les utiliser dans un logiciel de base comme Anagène ou Phylogène. Alors, je vous propose de regarder Phylogène. Alors voilà, ici, on ouvre des séquences de coronavirus présents chez différents patients. Alors, soit du coronavirus de type 1, de coronavirus de type 2, et aussi des coronavirus présents chez le pangolin et chez la chauve-souris. Ici, vous avez la séquence en nucléotides de l'ADN. Alors, c'est de l'ARN, mais qui a été transformé en ADN, hein, ici, ok? Et vous avez les milliers de paires de bases comme ça. Alors, si on les compare, vous remarquez qu'il y a beaucoup de ressemblances. Hein, regardez. Si vous regardez chaque ligne et que vous comparez les lettres positionnées de haut en bas, vous pourrez remarquer qu'il y a énormément de ressemblances entre toutes les souches de coronavirus de type 2. S'il y a des ressemblances, ça veut dire qu'il y a un lien phylogénétique, c'est-à-dire qu'ils sont apparus au cours de l'évolution. Alors du coup, le mieux c'est d'en faire un arbre de ça, un arbre qui est fondé sur le pourcentage de différence entre chaque souche, c'est-à-dire que plus la branche est grande, plus il y a des différences. Donc regardez par exemple les souches de COV1 ont toutes à peu près sont toutes positionnées au même endroit dans l'arbre. MERS, il est tout en bas. Et puis la branche qui mène à COV2 elle se trouve au milieu, là, comme ça. Et maintenant, si on regarde les COV2, on voit que tous ceux qui ont été contaminés à Wuhan, là, sont au même endroit, c'est-à-dire que c'est la même souche. On a donc une souche unique qui a contaminé l'espèce humaine à Wuhan. Et là, on voit que les gènes qui ont contaminé les humains de coronavirus sont plus proches de la chauve-souris que du pangolin. Donc on pourrait penser à ce stade qu'on a été contaminé par une chauve-souris. Oui, mais si on s'intéresse maintenant uniquement au domaine de fixation de la protéine spike et qu'on compare le coronavirus de type 2 chez le pangolin, chez la chauve-souris, la spike du coronavirus de type 1, on fait un arbre et là, voilà, il apparaît qu'en fait c'est la spike de pangolin qui soit la plus proche de la souche qui a contaminé l'espèce humaine. Donc voilà comment on peut en déduire que l'homme a été contaminé vraisemblablement par un pangolin hôte intermédiaire plutôt qu'une chauve-souris, sans doute en le consommant, en le mangeant au marché aux animaux de Wuhan en Chine. Alors ce virus s'est transmis parce qu'il est extrêmement contagieux. D'où l'importance de savoir qu'on est en période d'incubation, c'est-à-dire qu'on ne présente pas encore les symptômes mais qu'on est potentiellement contaminant. Et donc il faut absolument faire des tests. Les tests, en gros, soit on teste l'ARN qui se trouve à l'intérieur de votre sang ou dans les cellules infectées, là, on fait une PCR, c'est-à-dire qu'on amplifie le nombre de copies pour que ça soit un nombre important, ensuite on séquence cet ARN, et puis on vérifie que vous avez une souche qui correspond au coronavirus. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes atteint par la maladie, vous avez le virus en vous. Maintenant, on peut aussi tester les anticorps que votre système immunitaire fabrique lui-même pour se défendre. Alors ces anticorps, on peut en fabriquer plusieurs types. On peut fabriquer des anticorps contre les PN, contre les PS, contre les PM, les PE. Les anticorps qui nous intéressent le plus, ce sont les anticorps anti-spike. Pourquoi? Parce que c'est spike qui permet de faire rentrer le virus à l'intérieur de vos cellules. Du coup, on dit que les anticorps anti-S sont neutralisants. Du coup, l'intérêt des tests ELISA notamment, c'est un test fait avec des enzymes dans des petites cupules, comme vous pouvez le voir là, sont des tests où on essaie de repérer par une couleur la présence d'anticorps et en particulier des anticorps neutralisants. Donc, par exemple ceux-là, des anti-S là. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. On met au fond des petits puits en plastique, ça on peut le faire au lycée d'ailleurs. On met des morceaux de protéines d'un virus donné. Par exemple là ici, des morceaux de protéines S. On les met au fond et on les colle. Elles ne peuvent plus bouger. Ensuite, on met du plasma d'un patient. Le plasma, c'est le liquide sanguin, donc c'est incolore. Le rouge, c'est uniquement les globules rouges. Et ce plasma, s'il contient des anticorps anti-spike, alors ils vont s'accrocher sur ces protéines. Bien sûr, on ne le voit pas, ça c'est à l'échelle du nanomètre, c'est minuscule, c'est à l'échelle des molécules. Donc pour le voir avec les yeux, on administre au petit puits là, des anticorps en bleu, anti-anticorps, qui vont se fixer sur ces anticorps-là, s'ils sont là.
Si le test est négatif, il n'y a pas d'anticorps jaunes, alors à ce moment-là, les anticorps bleus ne se fixent pas, ils s'en vont. Voilà. Et sur ces anticorps bleus, on fixe une petite molécule colorée. Et si une couleur apparaît, ça veut dire que vous avez fabriqué des anticorps anti-spike, donc ça veut dire que vous avez le virus, et donc on va dire que vous êtes séropositif pour le coronavirus type 2. Les tests, ça permet de savoir si vous vous défendez contre le virus. Au fait, il y a une période pendant laquelle vous n'êtes pas encore en mode défense, hein, ça dure quelques jours, ce qui fait que le test ELISA donne des résultats positifs à partir de J5 à peu près, après l'infection, et peut-être jusqu'à l'infini, c'est-à-dire une fois que vous êtes soigné, vous êtes guéri, vous êtes immunisé. Mais pendant combien de temps? En fait, ça, on ne sait pas. L'immunité, elle n'est pas permanente, sans doute, mais il est possible qu'elle dure très longtemps. En fait, on n'en sait rien, on verra ça plus tard avec le temps. Alors, au fait, si vous fabriquez des anticorps anti-spike, c'est votre système immunitaire, ça, il a réagi. Alors, comment ça réagit un système immunitaire? Alors ça, tous les élèves de première le savent, les élèves de terminale aussi, et puis même normalement les collégiens, hein, donc les secondes. Dans le système immunitaire, on distingue deux types de cellules. Les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative. Les cellules de l'immunité innée, elles agissent en premier. C'est par exemple ici une cellule dendritique, que vous voyez là, qui est dans un tissu infecté, et qui va absorber le virus, là ici, par phagocytose, là comme ça, et exprimer à sa surface des morceaux, des protéines de ce virus. Et il va informer un peu tout le monde. C'est ce qu'on appelle du coup une cellule sentinelle. Elle envoie des cytokines dans le sang qui va attirer des macrophages qui vont venir pour créer une réaction inflammatoire et combattre le virus tout de suite, dès le départ. D'ailleurs, ça peut dégénérer ça en un choc inflammatoire beaucoup trop, une tempête cytokine beaucoup trop violente. Et c'est accompagné de fièvre et tout, ça fait partie des symptômes importants de la Covid-19. Mais l'action plus importante de ces cellules sentinelles, ça consiste à prévenir des lymphocytes T. Alors ça, c'est l'immunité adaptative. Dans les ganglions lymphatiques, ça se produit en général, ça. Les cellules dendritiques, au contact de lymphocytes T4, les informent. Les lymphocytes T4 vont stimuler les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques, eux, détruisent les cellules infectées. Okay, c'est la réponse à médiation cellulaire. Et les lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes et produire des anticorps circulants. Alors chaque type de lymphocyte B produit un type d'anticorps. Donc les lymphocytes B par exemple qui produisent des anticorps anti-spike, d'autres lymphocytes B qui produisent les anticorps anti-M par exemple ou anti-E. Et ça va circuler dans le sang et ça va permettre de réguler le virus à l'intérieur de votre corps. D'accord? Alors, au fait, si on remonte la chaîne, vous savez fabriquer des anticorps parce que des cellules sentinelles ont repéré un virus. Mais d'où vient ce virus? Ce virus, il vient du milieu extérieur, il est rentré en vous d'une manière ou d'une autre là, et ensuite il s'est répliqué à l'intérieur de cellules, au niveau des poumons en particulier, cellules respiratoires. Pourquoi? Parce qu'il a les clés pour rentrer. Alors je vous montre ces clés. La protéine spicule, ou spike, là, elle reconnaît une protéine qui se trouve à la surface des cellules en particulier, donc humaines et respiratoires. Ces protéines, c'est les protéines ACE2. Il y en a une autre qui est associée à la TMP-PSS2 qui, associée à la CE2, permet la pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vous montre ça avec un logiciel que vous connaissez tous, Rastop. Bon, on est dans Rastop, donc on va ouvrir le fichier qui contient la protéine Spike et la protéine ACE2. Alors on ouvre, voilà, ça fait ça. Alors ça c'est en fait les chaînes carbonées, là ici, des molécules. Donc ici on a le nom en fait angiotensin converting enzyme, c'est ACE2. Donc, et puis il y a aussi la spike qui est associée, d'accord? Alors en termes de séquences, là on voit les séquences en acide aminé, en code une lettre. Donc il y a deux chaînes A et B qui sont les mêmes, en fait c'est deux protéines ACE2. Et puis les E et F, ça voilà c'est la séquence de spike. Ça. Et donc on en a deux. Hein. Donc là ici vous avez deux fois la même chose. On va colorer par chaîne pour mieux voir. Donc en bleu foncé, vous avez ACE2, sa protéine humaine, et en bleu clair, c'est la spicule. Alors elles ont l'air d'être accrochées, vous voyez, comme une clé dans une serrure, là. Alors pour mieux le voir, on va passer à la représentation en ruban. Voilà, ça c'est beaucoup mieux, là on voit les feuillets bêta et les hélices alpha. Et là vous voyez que la zone de contact, en fait, c'est une adaptation de forme, vous voyez, c'est lié à la conformation des protéines qui ont l'air de s'assembler. Alors maintenant, je vais faire apparaître quelques atomes particuliers sur les protéines. Donc j'ai mis les numéros qui sont là, je vais les faire apparaître en sphère de Van der Waals, et puis on va changer leur couleur pour mieux les voir, on va les colorer par CPK. Voilà, et là on voit qu'il y a quelques protéines sur ACE2 et sur Spike qui sont responsables vraiment de la fixation. Les acides aminés qui sont indiqués là sont vraiment les acides aminés essentiels à la protéine pour la fixation. Donc c'est cela qu'il faut viser
toujours quand on fabrique des anticorps, par exemple monoclonaux, pour essayer de bloquer Spike. C'est là qu'on va neutraliser vraiment le virus. Alors, pour la suite, maintenant, quand le virus rentre, une fois qu'il rentre, alors là, il y a aussi quelque chose de subtil, c'est pas comme le virus du sida, il n'y a pas fusion des enveloppes, il y a internalisation. Hein, c'est différent, c'est-à-dire que le virus va rentrer à l'intérieur d'une poche. Et à l'intérieur de cette vésicule, ça c'est super important, le pH a tendance à devenir acide, il diminue, et ça c'est nécessaire pour le virus. Hein. Alors il se trouve qu'on a le même mécanisme dans le paludisme, quand les mérozoïtes du paludisme, du Plasmodium falciparum rentrent dans les globules rouges, c'est pareil, ils sont internalisés et ils font baisser le pH dans les vésicules là. Et il se trouve que, comme antipaludéen, on connaît l'hydroxychloroquine. Et ben donc on utilise aussi l'hydroxychloroquine pour ça, pour faire réaugmenter le pH. Alors dans tous les cas, le virus finit par rentrer. Alors c'est en particulier l'ARN là qui rentre à l'intérieur de la cellule. Et là ce qui est étonnant, c'est que cet ARN n'a pas besoin d'être converti en ADN, de rentrer dans le noyau comme le virus du sida. Non, tout de suite, il peut être traduit en protéines. Donc ce mécanisme-là, ARN messager en fait, traduit en protéines, ça c'est quelque chose qui se fait grâce aux enzymes de la cellule. Par contre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut pas le bloquer avec un médicament, parce que nous aussi on a besoin de le faire pour vivre. Si on bloque ça, on nous tue. L'étape d'après, par contre, on peut agir. Et alors là, c'est quelque chose de complètement incroyable. Je ne savais pas du tout que c'était possible, ça. L'ARN messager qui est là est traduit en une seule immense protéine, ce qu'on appelle une polyprotéine. Mais en réalité, cette immense protéine doit être ensuite découpée en petits morceaux pour que chaque protéine joue son rôle propre. Donc en fait, tout se passe comme si l'ARN était traduit en une seule fois pour gagner du temps. Donc il existe une protéase qui vient ensuite couper les petits morceaux de la polyprotéine pour faire des petites protéines uniques. Et là on peut agir parce que nous on ne fait pas ça dans notre corps. Alors du coup là on peut mettre des médicaments comme le lopinavir qui bloque les protéases, sauf qu'il faut en mettre de grandes doses parce qu'il est rapidement métabolisé. Et il a des effets secondaires. Donc du coup, on l'associe avec d'autres molécules, et c'est encore à l'étude, bien sûr. Tous ces médicaments-là, au fait, on ne les découvre pas aujourd'hui. Hein. Ils étaient utilisés dans d'autres maladies. C'est pour ça qu'on va vite. Alors, ces protéines ensuite sont réunies les unes avec les autres, et avec surtout des ARN messagers qui ont été multipliés grâce à une ARN polymérase. Et là aussi, on peut agir avec un médicament comme le remdesivir qui bloque l'ARN polymérase spécifiquement. Et donc ça empêche évidemment la multiplication des particules virales. La suite, on ne peut pas vraiment l'empêcher, c'est l'auto-assemblage des virus qui reforment une poche autour et ensuite sortent de la cellule par un mécanisme d'exocytose. Et comme c'est 1, 2, 3, 4, 1000 copies du virus qui sortent à la fois, la cellule éclate et meurt. Donc vous avez compris qu'en termes de prophylaxie, on a bien sûr la prévention, les tests, tout ça fait partie de la prophylaxie, mais au niveau des médicaments, on a énormément de choses. Okay. Sauf que ça, c'est pour traiter les symptômes. L'idéal, encore une fois, c'est d'avoir un vaccin. Alors, un vaccin, normalement, il faut 8 ans pour le mettre en place. Est-ce que là, on va mettre 8 ans pour le faire? Oui, peut-être. On va peut-être même, au bout de 30 ans, n'avoir aucun résultat, comme pour le virus du sida. Mais j'ai écouté l'intervention de Frédéric Tangy, qui, à l'Institut Pasteur, est actuellement en train de développer un vaccin. Et lui est très confiant et pense que non, on va aller beaucoup plus vite. Je vous montre la méthode. En gros, c'est très simple. Pour développer un vaccin, il existe 4 techniques. Soit on met un virus atténué ou tué, endommagé dans le corps. On fait une réaction immunitaire contre ça, mais il n'est pas dangereux, il n'est pas pathogène. On développe des anticorps, donc on est protégé, on a une immunité. Et si on est en contact du virus réel, ben là, on va le détruire tout de suite. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tout se passe comme si on aurait les anticorps là, avant même de faire la réaction immunitaire. C'est ça l'intérêt de la vaccination. On peut utiliser des ARN messagers ou des protéines qu'on met à l'intérieur d'enveloppes, des sortes de liposomes. Les cellules immunitaires vont voir ça, vont éventuellement même le traduire pour en donner des protéines. Ça va servir d'antigène pour faire une réponse immunitaire. Ça, c'est une possibilité. Mais Frédéric Tangy, lui, travaille sur une autre piste, c'est le vecteur viral. Alors là, il utilise un virus, le virus de la rougeole, un virus de la rougeole qui sert déjà de vaccin. Alors c'est un virus bien sûr atténué, un virus non pathogène. Et à l'intérieur de ce virus-là, dans son génome, dans son ARN, on rajoute le gène qui code pour la protéine Spike. Voilà. Comme ça, ce virus chimère, ce virus de la rougeole non pathogène, va fabriquer du Spike. Et donc ce virus chimère pourrait éventuellement servir de vaccin. Et c'est déjà fait. En réalité, toute la première phase de recherche, là, elle est déjà quasiment terminée. Frédéric Tangy a déjà commencé, avec son équipe bien sûr, à l'Institut Pasteur, les tests chez la souris, qui doivent normalement précéder
les tests de phase 1, puis 2 et 3. Ça, c'est les tests faits sur l'homme avec des patients volontaires. Au début, c'est 10 à 100, ensuite c'est 1000, ensuite c'est une grande population, tests en aveugle et tout ça, hein, faut travailler sérieusement. Simplement, la différence, c'est que normalement, la recherche précède la souris, précède la phase 1, précède la phase 2, etc. Et ça s'étale sur 8 ans. Là, on essaye de tout faire à cheval. Et en particulier, la fabrication à l'usine et la production en série, elle a déjà commencé en réalité. Comme ça, si le vaccin il s'avère qu'il est efficace, eh ben on l'a déjà, il est tout de suite prêt. Il n'y a plus qu'à le valider par les autorités de santé. Et alors, on le distribue en pharmacie. Et puis ça y est, c'est réglé. Et la date, là, c'est celle-là qui nous intéresse en fait. Hein. Pour Frédéric Tangy, ça pourrait être dès le début de l'année 2021. Ce qui fait que le 1er janvier 2021, là, ça pourrait correspondre déjà à la partie production, voire la demande de validation. Voilà. Donc, il y a de quoi être optimiste sur la vaccination. L'avenir nous dira si ça marche ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde recherche actuellement dans le monde. Hein. C'est-à-dire que c'est la mondialisation qui nous a amené cette maladie, très clairement. Hein, c'est les échanges de fret à l'échelle du monde. Mais c'est aussi la mondialisation qui va nous en sortir sur un plan médical. Parce que toute la recherche mondiale, là, fonctionne en synergie. Les données sur le virus sont connues de tous. Même vous, vous pouvez aller chercher, vous pouvez trouver ces informations-là. Alors, on va terminer là avec des données maintenant épidémiologiques parce que c'est finalement ce qui nous intéresse sans doute le plus. Hein. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est où est-ce qu'on en est dans l'épidémie et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Hein. On est sorti du confinement en principe le 11 mai. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous l'expliquer. Je vous rappelle que quand on étudie une épidémie, on s'intéresse à l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas dans une population donnée et par unité de temps. À la prévalence, c'est-à-dire le nombre total de cas, et à la mortalité, c'est-à-dire le nombre de personnes, hélas, qui décèdent mais qui quittent le réservoir de la prévalence. Et puis ceux qui quittent aussi le réservoir de la prévalence, évidemment, ce sont les personnes immunisées, et c'est sur celles-là qu'on compte pour sortir notamment d'un confinement total. Alors, si on calcule, si on modélise, c'est paru dans Science dès le mois de mars, là, on constate que l'épidémie fonctionne par pic. Tant que vous avez un grand nombre de personnes en capacité de contaminer les autres, on dit que le R0 est supérieur à 1, alors on progresse. Le nombre de virus dans la population progresse et le nombre de cas de personnes atteintes progresse. Et puis, quand il n'y a plus suffisamment de personnes à contaminer, soit parce que vous avez appliqué des gestes barrières, soit parce qu'il y a des personnes immunisées, ou soit parce que vous avez carrément confiné la population, alors à ce moment-là, le R0 devient inférieur à 1 et la population de virus chute. Oui, mais si on sort du confinement, évidemment, ça va repartir tout de suite. On va avoir un deuxième pic, hein, comme ça s'est déjà produit pour plein d'épidémies virales par le passé. Je vais vous montrer où on en est maintenant. Là, au sortir du confinement, on a 6% des Français qui ont été infectés et qui en sont sortis vivants, donc qui sont aujourd'hui immunisés. Le R0, on l'estime, il est à 3,3. Ça veut dire qu'il y a, à chaque fois qu'une personne est contaminée, elle contamine 3,3 personnes en moyenne dans la population. Hein, je disais dans une vidéo précédente 2,7, en fait ça a déjà changé, on est à 3,3. Pour avoir une immunité collective, il faut qu'on dépasse 70% de personnes immunisées, soit par la vaccination, soit par la maladie elle-même. Ça s'obtient par ce petit calcul que je vous ai mis là et qui dépend du R0. Donc, comment faire pour arriver à atteindre ce taux-là de 70% de personnes immunisées? C'est le graphique qui se trouve sur la droite à chaque fois là dans mes petits graphes là, au cours du temps. À gauche, je vous ai mis la prévalence. La prévalence, c'est le nombre de cas pour ici 10 000 habitants, quel que soit le pays. Là, ce sont des courbes théoriques en réalité. Hein. On a un premier pic de virus, là, qui arrive entre le mois de mars et le mois d'avril. On atteint un pic et ensuite ça diminue parce que le R0 diminue. Pourquoi? Parce qu'on a confiné. En vert, c'est la période de confinement. Okay. Début du mois de mai, on sort du confinement. Là, si on relâche complètement les gestes barrières, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va réexploser. Alors peut-être pas tout de suite s'il y a la période estivale qui rentre en jeu, mais on n'en est absolument pas sûr ça. Ça pourrait repartir aussi tout de suite, là, dès le mois de juin. À ce moment-là, il faudra reconfiner complètement pour refaire baisser le nombre de cas. Donc du coup, on recommence ce cycle-là. Mais par contre, à chaque fois, le nombre de personnes immunisées augmente, puisqu'à chaque fois qu'on a des personnes malades, là, à chaque pic vers le haut, on immunise des gens. Et on peut espérer comme ça, à partir de 2022, donc dans 2 ans, d'avoir une population de 70% d'immunisés. Bon. Ça, c'est une possibilité. Au fait, qu'est-ce qui motive le début du confinement? Qu'est-ce qui fait que les autorités sanitaires sont obligées d'imposer un confinement en fait? Eh bien c'est parce on va atteindre plus de 80%
des lits d'hôpitaux en service de réanimation. C'est cette barre bleue là qui décide de la rentrée ou la sortie du confinement. En effet, si les capacités des hôpitaux sont saturées, on va avoir un nombre de morts colossal et là, c'est la catastrophe. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis par exemple, parce que les gens ont pour beaucoup refusé de se confiner. Alors dans mon deuxième scénario qui est ici, parce qu'en réalité quand on modélise on peut faire plein de scénarios, ici on imagine que la période estivale va faire baisser l'épidémie. C'est tout à fait possible, l'avenir nous le dira. Alors à ce moment-là, on va pouvoir faire augmenter la population de personnes immunisées un petit peu plus vite. Mais surtout, si on veut faire en sorte que cette pente-là soit beaucoup plus grande et que dès 2021, on ait une immunité collective, il faut, et ça se voit pas bien sur mon dessin, faire augmenter ici la barre bleue, c'est-à-dire faire en sorte que le nombre de lits et le nombre de structures d'accueil en hôpitaux augmente. Alors bien sûr, c'est pas génial parce que vous allez avoir beaucoup de gens en service de réanimation et certains vont mourir. Ça, c'est pas bien, mais n'empêche que ça permettrait d'avoir une immunité collective plus rapide. En fait, on voit que ces deux modèles-là et tous les intermédiaires, il y en existe plein, c'est pas idéal. Et du coup, les services de santé à l'échelle du monde sont plutôt sur ce modèle-là. Et en France, a priori, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est rentré en confinement et on n'est pas sorti du confinement. On est le 15 mai. Officiellement, on est sorti du confinement le 11 mai. Oui, mais les gestes de distanciation sociale, les mesures de mise à distance, les protections, on les a toujours. Donc en réalité, on est toujours dans la zone verte. Ok, on n'est plus confiné complètement chez soi, mais on garde les gestes barrières, on garde les protocoles d'isolement social. Et ça, on compte le garder tant qu'on n'a pas de vaccin. Parce qu'au fait, si on fait ça, on n'a jamais la possibilité d'atteindre le niveau de 70% de couverture collective. Donc voilà le dilemme face auquel on est confronté. En gros, on compte maintenant tous sur nos chercheurs pour trouver un vaccin et de manière à ce que la population soit protégée comme elle a été par le passé contre la rougeole justement, contre la diphtérie, la poliomyélite, contre la rage, contre toutes sortes de maladies. Alors voilà, j'espère de mon côté avoir été clair. Moi je ne suis que prof, je suis pédagogue. Mon but était de vulgariser ce que les chercheurs nous disent. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. Et dans tous les cas, je vous rappelle, dans la description, je vais vous mettre des liens vers des structures référencées qui vous permettront de comprendre un peu ce qui se passe. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt sur 10 minutes sur.